Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. L'Arabie Saoudite s'engage à construire et équiper un hôpital ultramoderne à Nouakchott. C'est l'un des résultats de la visite de quelques heures dans notre pays du prince héritier Mohammed Ben Salman. Les sachets biodégradables supplantent petit à petit ceux en plastique et pour cause, leur vente génère des emplois et revenus relativement importants pour les jeunes. Nouakchott, intéressé par le gazoduc Abuja-Rabat, ce titanesque ouvrage devrait traverser la Mauritanie. Merci d'être avec nous. Le prince héritier, l'émir Mohammed Ben Salman, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite, a effectué aujourd'hui une visite de quelques heures dans notre pays. Plusieurs conventions ont été signées à la faveur de cette visite. Elles portent sur la construction d'un grand hôpital à Nouakchott qui portera le nom de Hôpital du roi Salman ibn Abdelaziz, disposant de plusieurs spécialités médicales sur l'hydraulique et l'assainissement, l'agriculture, l'environnement et le développement durable aussi. Cette visite est la première d'un responsable saoudien de ce rang depuis plusieurs années. Et cette visite donc est la première d'un responsable saoudien de ce rang depuis plusieurs années. La visite du prince héritier a cependant été rejetée par le FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité, le plus grand regroupement des partis d'opposition en Mauritanie. Le FNDU a notamment critiqué le soutien apporté récemment par le responsable saoudien à Israël, entre autres raisons. Il a toutefois exprimé son attachement aux liens historiques de fraternité, d'entente et de respect entre les deux pays. Et surtout, Mohammed Ben Salman vient alors en pleine affaire Khashoggi. Il est indexé par le monde entier, accusé d'avoir commandité le meurtre du journaliste au consulat d'Arabie Saoudite à Ankara il y a bientôt 2 mois. Mais pour parler de cette visite, nous recevons sur ce plateau Dedda Fadel, journaliste. Merci d'être venu. Alors Dedda, vous venez de le voir en image et vous le saviez déjà de toutes les façons. Le prince héritier d'Arabie Saoudite vient d'effectuer une visite à Nouakchott. Quelle lecture faites-vous de cette visite? La visite du prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense saoudien, Son Altesse Mohammed Ben Salman en Mauritanie aujourd'hui, vient traduire les excellentes relations qui existent entre nos deux pays depuis toujours, des relations et des liens historiques entre les deux peuples et les deux pays, et qui ont connu leur apogée sous l'égide des deux chefs d'État actuels, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz et son Excellence M. Mohammed Ould Abdelaziz. Cette visite aussi a une portée symbolique assez importante, c'est que Son Altesse Mohammed Ben Salman est venu aujourd'hui souligner ou démontrer que la Mauritanie n'est plus ce pays d'autrefois, ce pays ouest-africain méconnu, mais qu'elle est aujourd'hui un acteur incontournable dans le continent et dans le monde arabe. Cette Mauritanie qui a accueilli les chefs d'État africains et qui s'est engagée dans la lutte contre la corruption sur le continent, la Mauritanie qui a créé le G5 Sahel à Nouakchott, la Mauritanie qui a empêché la guerre au Gambie, la Mauritanie qui a éteint le feu au Mali, cette Mauritanie qui est devenue un réel acteur diplomatique et dont les succès diplomatiques sont innombrables lors de la dernière décennie. Donc il y a cet aspect et que c'est la première fois qu'on reçoit une visite de cette importance depuis novembre 1972. De cette importance, vous voulez dire d'un chef d'État, d'un haut responsable saoudien. Nous n'avons pas reçu une visite de ce poids depuis celle du roi Faisal en novembre 1972. Alors donc, vous avez bien souligné le poids que la Mauritanie a sur le plan international maintenant, que nous voyons, c'est vrai que nous le voyons, mais pourquoi une visite de quelques heures seulement? Il reste à voir dans ceci les agendas des chefs d'État et plusieurs autres paramètres. Il y aura la même visite, ou il y a déjà eu la même visite de quelques heures pour d'autres pays confrères, donc il y a d'autres paramètres.
Mais déjà, la visite en elle-même, peu importe la durée, marque cette symbolique assez importante que je viens de souligner. Justement, donc, à propos de symbolique, l'Arabie Saoudite est un partenaire important pour la Mauritanie depuis toujours, mais le pays fait face à des défis économiques et sécuritaires qu'il doit relever pour booster sa croissance et pouvoir ainsi en distribuer les fruits aux populations. Que peut-on attendre concrètement du Royaume saoudien dans ce sens? Il est important de rappeler ici que le Royaume d'Arabie Saoudite est le premier appui au développement en Mauritanie depuis toujours. C'est le premier bailleur de plusieurs grands projets de développement dans le pays. Cette visite aujourd'hui aussi a eu des retombées économiques assez importantes et des accords gagnant-gagnant pour les deux parties, notamment en matière d'économie, d'environnement et autres. Donc on espère que cette visite puisse renforcer davantage les bonnes relations qui existent déjà, et aussi surtout que nous portons beaucoup d'espoir sur l'Arabie Saoudite en matière d'appui en développement et en matière d'appui en lutte contre le terrorisme. Le G5 Sahel que la Mauritanie a créé et qui va aujourd'hui faire face au terrorisme dans toute la sous-région attend l'appui des bailleurs de fonds internationaux, notamment on compte sur l'appui de l'Arabie Saoudite là-dessus. Donc je pense que l'appui saoudien, comme il l'a toujours été, est attendu par la Mauritanie et par les 5 pays du Sahel aujourd'hui. Donc l'Arabie Saoudite est un allié sûr de la Mauritanie. Et d'ailleurs, le prince s'est assuré de l'adhésion du président de la République à la version, concernant son innocence dans l'affaire Khashoggi qu'il prône. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour cette affaire, le gouvernement mauritanien a été clair lors du premier communiqué où il a appelé à la patience jusqu'à ce que l'enquête s'est terminée. Lors du second communiqué, la Mauritanie a un principe de souveraineté. Elle n'accepte jamais que les autres pays s'ingèrent dans ses affaires. Elle non plus ne s'ingère pas dans les affaires internes des autres pays. Sur cette affaire, nous avons totalement confiance en la justice saoudienne et qui est en train dont les procédures ont été déjà engagées dans cette affaire, et finalement ça ne nous concerne pas aussi directement. Voilà, et donc ce sont plutôt les apports économiques pour le peuple mauritanien et pour les 80 millions d'habitants du Sahel qui nous concernent aujourd'hui. Et alors, plusieurs partis se sont ligués justement aujourd'hui ils se sont opposés à la venue du prince. Plusieurs partis et plusieurs aussi journalistes, blogueurs, plusieurs personnes, plusieurs Mauritaniens se sont opposés à cette venue. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on a entendu quelques petits bruits dans ce sens, notamment le communiqué du FNDI de l'opposition, un communiqué qui a été écrit clairement par le parti Tawassul, un communiqué qui a été commandé par le Qatar contre l'Arabie Saoudite. Donc, et le FNDI a été le meilleur porteur de ce communiqué parce qu'il a eu l'habitude de nager à contre-courant. Ça a été vu plusieurs fois lors du sommet de l'Union africaine qu'il ne voulait pas qu'on organise à Nouakchott parce que c'est un succès pour le peuple mauritanien, et je crains que le FNDI ne supporte pas les succès du peuple mauritanien. Et vous pensez donc, vous pensez que la Mauritanie quand même est un terrain pour le bras de fer entre l'Arabie Saoudite et le Qatar? Elle n'est pas du tout concernée par les affaires, comme je l'ai dit, des autres pays. La Mauritanie aujourd'hui est un pays souverain qui a ses positions et qui a ses alliés stratégiques dans la sous-région et dans le monde. Voilà, alors tout a été dit. Merci beaucoup Deda Fadel pour votre visite sur ce plateau. Je rappelle donc que vous êtes journaliste. Merci. Et donc en espérant vous revoir bientôt. Merci. La vente des sachets biodégradables est devenue un créneau porteur pour beaucoup de jeunes Mauritaniens. Dans les marchés, ces jeunes achètent et revendent des sachets bio qui remplacent petit à petit ceux en plastique qui sont frappés d'interdiction depuis plusieurs années. Un reportage de Hamaouda Diagana. Nous sommes au marché central de la capitale. Sachets et sacs à la main, ces jeunes sont des marchands ambulants. La vente des sachets biodégradables, c'est leur business. Ils font de bonnes affaires avec ces sachets alternatifs
à la satisfaction des citoyens soucieux de la préservation de l'environnement. D'une manière générale, les sachets en plastique ont diminué dans certains marchés, notamment dans les nouveaux marchés où l'on voit surtout des sachets alternatifs. Si les gens étaient conscients de l'impact des sachets biodégradables sur la santé publique et l'environnement, ils les auraient utilisés. Cette activité n'est pas le monopole des jeunes qui exercent ces petits métiers. D'autres, issus du milieu scolaire, la pratiquent à leur heure libre. Les jours où je ne vais pas à l'école, je me rabats sur ce marché pour vendre les sachets biodégradables. J'y gagne ma vie. Il m'arrive de rentrer à la maison avec 1000 ouguiya, parfois 10 000 ouguiya. Mon père en est satisfait. C'est lui qui m'a autorisé cela. La vente des sachets biodégradables semble être un créneau porteur. Elle crée des revenus et des emplois pour la jeunesse. Certains, partis de rien, font des chiffres d'affaires relativement importants. La vente des sachets est une activité rentable. J'achète en gros pour avoir une plus grande marge de bénéfice dans la vente du détail. Sur chaque paquet de sachets, je gagne 200 ouguiya. Depuis le 1er janvier 2013, la fabrication, la commercialisation et l'usage des sachets plastiques sont interdits en Mauritanie. Ils ont été remplacés par les sachets biodégradables. Mais force est de constater que les sachets plastiques existent toujours dans de différents commerces de nos marchés. Le 6 décembre prochain, le G5 Sahel animera à Nouakchott une conférence sur le financement de 40 projets privilégiant les régions frontalières. L'organisation, rappelons-le, regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Les zones isolées ou abandonnées par le pouvoir central sont au centre des préoccupations de cette organisation. Le Fonds européen de développement a octroyé une aide de 13 millions d'euros à la Mauritanie pour l'aménagement et la sécurité de son territoire. L'accent sera mis sur l'élevage et la transhumance afin d'éviter l'exode rural pour parer et prévenir les actions djihadistes et terroristes. Il est prévu également la création d'un poste de commandement de la force conjointe anti-djihadiste du G5 Sahel à 25 km de la frontière malienne. La Mauritanie est intéressée par le gazoduc Abuja-Rabat. Selon des sources économiques concordantes, d'autres pays d'Afrique du Nord-Ouest sont aussi très intéressés par cet oléoduc qui reliera le Nigeria au Royaume du Maroc. Retour à Ahmed Radiagana. Le ministre marocain de l'énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabah, a déclaré que les études du projet de gazoduc entre le Maroc et le Nigeria sont toujours en cours et que des pays ouest-africains, dont la Mauritanie, sont très intéressés par le projet. Rabah a déclaré dans une interview publiée dans le nouveau numéro de l'hebdomadaire La Vie Éco que les études concernant le gazoduc Maroc-Nigeria sont toujours en cours et que la commission mixte poursuit ses travaux, ajoutant que le Sénégal, qui soutient le Maroc, peut également devenir un membre productif, ce qui permettra de renforcer le projet. Dans le même contexte, Rabah a confirmé il y a quelques jours que le projet de gazoduc reliant le Nigeria et l'Algérie, qui a été convenu d'accélérer son achèvement récemment, ne remet pas en cause le projet maroco-nigérian similaire. Le ministre marocain a ensuite souligné que le Royaume n'envie pas l'Algérie après la signature d'un accord qui accélérerait la construction d'un gazoduc entre elle et le Nigeria. Le 15 octobre, l'Algérie et le Nigeria ont convenu la nécessité d'activer un précédent accord conclu dans les années 80 pour la construction du gazoduc Lagos-Algérie à travers le Niger. En décembre 2016, le Maroc et le Nigeria ont lancé depuis la capitale Abuja un projet de gazoduc régional qui relierait Abuja-Rabat. Les signes sont clairs, la planète se réchauffe, déchaînant les catastrophes. Face à l'urgence, quelques 200 pays ont entamé aujourd'hui en Pologne 2 semaines de discussions pour tenter de mettre en orbite l'accord de Paris malgré des vents contraires peu propices à une réponse ambitieuse. Premier sujet à débattre, l'alerte rouge lancée récemment par les scientifiques.
La responsable climat de l'ONU, Patricia Espinosa, a plaidé dans un communiqué, je cite, « Les impacts du dérèglement climatique n'ont jamais été aussi graves et doivent pousser la communauté internationale à faire beaucoup plus pour la combattre. » Elle a ajouté en substance, « La réalité nous dit que nous devons faire bien plus, la COP24 doit rendre ça possible. » Dans une déclaration donc inhabituelle, les présidents de plusieurs précédentes COP doivent appeler cette conférence à envoyer un message sans équivoque concernant leurs ambitions. Et toujours selon ces responsables, tout retard dans l'action rendra simplement plus difficile et plus coûteuse les réponses au réchauffement climatique. À l'issue de leur sommet, les États membres du G20 réunis en sommet donc à Buenos Aires ont diffusé hier un communiqué commun qui fait le service minimum sur le commerce et confirme le cavalier seul des États-Unis sur le climat. Les dirigeants des principales économies mondiales notent les problèmes commerciaux actuels, mais s'abstiennent de toute condamnation du protectionnisme dans ce document négocié jusqu'à la dernière seconde et rendu public par l'Argentine, le pays hôte. Les dirigeants soulignent que le système commercial multilatéral rate ses objectifs et soutiennent la réforme nécessaire de l'Organisation mondiale du commerce sur fond de multiplication par les États-Unis des confrontations avec leurs partenaires commerciaux. Le G20 promet de faire un point sur cette réforme d'une OMC au nid de Donald Trump, mais aussi contestée pour d'autres raisons par Pékin au cours de son sommet l'an prochain au Japon. Les membres du G20 signataires de l'accord de Paris soulignent dans le communiqué que ce dernier est irréversible et s'engagent à sa pleine mise en œuvre, prenant en compte toutefois les capacités respectives au vu des diverses situations nationales. Le Burundi a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ex-président Pierre Buyoya et 16 anciens hauts responsables pour leur présumé rôle dans l'assassinat en 1993 de Melchior Ndadaye, premier président hutu démocratiquement élu du pays. Sylvestre Nyandwi, le procureur général, accuse dans une déclaration lue à la presse, je cite, « Les éléments de l'enquête déjà disponibles révèlent que ces personnes pourraient avoir été impliquées dans ce crime, dans sa préparation, pendant son exécution et même après sa commission. » Manipulation politique et manœuvre de diversion du gouvernement burundais, c'est ainsi qu'a réagi Pierre Buyoya ce dimanche. Tout laisse à penser qu'il s'agit là d'une nouvelle manœuvre de diversion visant à faire oublier les questions douloureuses non résolues selon lui. La police israélienne a recommandé aujourd'hui que des poursuites judiciaires pour des faits de corruption soient lancées à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de son épouse Sarah, disant avoir rassemblé suffisamment de preuves. Benjamin Netanyahou est soupçonné d'avoir accordé des faveurs gouvernementales à Bezek en échange d'une couverture favorable à son égard de la part du site d'information Walla. Le chef du gouvernement israélien nie toute malversation. C'est la troisième affaire de corruption dans laquelle la police israélienne recommande l'inculpation du Premier ministre. Ce dernier affirme également que les recommandations de la police ne sont juridiquement pas fondées. Dans l'opposition, le chef des travaillistes Avi Gabay a appelé Benjamin Netanyahou à démissionner. La dirigeante du parti de gauche Meretz, Tamar Zandberg, a estimé qu'Israël doit organiser des élections anticipées maintenant, le Premier ministre étant accusé du plus grave délit selon la loi israélienne. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, un rappel des titres. L'Arabie Saoudite s'engage à construire et équiper un hôpital ultramoderne à Nouakchott. C'est l'un des résultats de la visite de quelques heures dans notre pays du prince héritier Mohammed Ben Salman. Les sachets biodégradables supplantent petit à petit ceux en plastique et pour cause, leur vente génère des emplois et revenus relativement importants pour les jeunes. Nouakchott, intéressé par le gazoduc Abu Jaraba, ce titanesque ouvrage devrait traverser la Mauritanie. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.